Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, donc, vous avez voulu nous éclairer sur la politique en faveur du logiciel libre. Est-ce qu'il y a une volonté de préférence de l'open source face aux solutions propriétaires? Où on en est à ce stade? Est-ce qu'on doit parler de fausses promesses? Alors cette semaine, c'est effectivement la sortie du rapport du Conseil national du logiciel libre, le CNLL. Et plutôt que de vous détailler ce qu'il y a dedans, j'ai eu envie de vous rappeler l'histoire de ce qu'il y a eu comme loi, comme règlement en faveur de la préférence au logiciel libre depuis maintenant 22 ans. Eh oui. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Ça date de 1999 avec 3 sénateurs de centre droit, les sénateurs Laffitte, Cabanel et Tréguet, qui en 99, le 7 décembre, sortent la première proposition de loi pour la préférence au logiciel libre. Et qui nous disait alors, pour garantir la pérennité des données accessibles, faciliter les échanges et assurer le libre accès des citoyens à l'information, il faut des systèmes libres dont l'évolution puisse être garantie grâce à la disponibilité pour tous du code source. Puis ajoutait, les services de l'État, les collectivités ne peuvent utiliser qu'à compter du 1er janvier 2002 que des logiciels dont l'usage et la modification sont libres. Donc on était déjà dans la préférence absolue au logiciel libre. Et dans son article 4, il est créé une agence du logiciel libre. Elle réalise l'inventaire des manques en matière de logiciel libre et en fonction de cet inventaire, autorise les administrations à utiliser des logiciels propriétaires. Il y a 22 ans déjà. Et quelques mois après, Jean-Yves Le Déaut, avec les députés Paul et Cohen, proposait une proposition de loi équivalente à l'Assemblée nationale qui reprenait à peu près les mêmes termes, mais ajoutait des éléments de politique industrielle pour en plus financer ces logiciels libres, avec un article 4 qui indiquait que l'on crée un établissement public de l'État dénommé l'Agence des technologies de l'information et de la communication, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie, ça existait encore à l'époque, et l'ATIC réalise l'inventaire des standards ouverts et des logiciels libres, et en fonction de cet inventaire, soutient le développement de logiciels publiés avec leur code source pour pallier aux carences du marché. J'ai envie de dire, c'était très clair, politique volontariste. Est-ce que ça a été appliqué ? Ça n'a même pas été voté, ça n'a pas été appliqué en France, mais ça a été appliqué au Brésil de façon géniale. Et donc, j'aimerais vous raconter comment ça a été appliqué, ce qui a réussi, ce qui a moins réussi. Ce qu'on aurait pu vivre ici. Voilà. Donc, en fait, on a un fonctionnaire qui s'appelle Corinto Meffet, qui est au ministère du Plan et des Achats, et il a lu les propositions de loi françaises de 99 et 2000, des propositions en Espagne équivalentes. Ce qui l'a intéressé le plus, c'est l'article 4 qui disait qu'il faut faire un inventaire, et donc il a créé un portail de logiciels libres en vérifiant pour chaque logiciel libre qu'il satisfait aux besoins de l'État brésilien. Il appelait ça le portail du logiciel public brésilien. Il a changé les normes des marchés publics pour dire que quand un fonctionnaire achète un logiciel, il doit d'abord vérifier s'il n'y a pas un logiciel public qui existe déjà dans le portail et qui fait la même chose. Et c'est là l'astuce géniale qu'il a inventée, c'est que oui, la liste des logiciels publics est d'accès libre et anonyme, mais pour savoir ce qu'ils font, il faut s'inscrire et s'identifier. Or, le fonctionnaire qui n'est pas allé regarder pour un risque pénal, ce qui fait qu'on a eu des dizaines de milliers de fonctionnaires qui se sont inscrits, que l'intégralité de la communauté des logiciels libres au Brésil a eu une espèce d'étude de marché en temps réel des besoins de l'État. Corinto Meffet a organisé une espèce de matchmaking gigantesque entre l'achat public de logiciels et les communautés de logiciels libres. Très intelligent. Et on trouvait quel type de logiciel dans ce portail ? Donc des logiciels libres, mais il fallait qu'il y ait des laboratoires ou des entreprises qui sachent modifier le code source avec de la compétence au Brésil, des communautés réelles au Brésil et un manuel en portugais. Donc en gros, si on est un logiciel américain ou européen libre, mais avec aucun développeur au Brésil, on ne rentre pas. Mais ça n'empêche pas les étrangers de rentrer. Donc par exemple, moi-même, avec mes logiciels, j'ai passé 2 ans à former des ingénieurs au Brésil, à traduire le logiciel en brésilien, à publier des articles de recherche, et on est comme ça rentré dans le portail du logiciel public brésilien. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont suivi le Brésil ? Alors en fait, il faut se rappeler, le Brésil 2003-2011, c'est un pays en croissance, tout se passe bien, les gens c'est l'école pour tous, l'université partout, et le logiciel libre, c'est devenu la clé de la politique étrangère numérique du Brésil, avec une gigantesque conférence organisée en 2011, le Consegui, en guest star Celso Amorim, le ministre des Affaires étrangères, en organisatrice sa femme,
Ana Amorim, la directrice de l'organisme fédéral brésilien de l'informatique, un peu la DINUM que nous avons chez nous. Et on a eu alors le lancement de tous les portails du logiciel public en Argentine, au Pérou, au Venezuela, au Paraguay, au Chili. C'est devenu une véritable vague de logiciels publics avec un Brésil à son apogée. Est-ce que ça existe toujours, ce portail ? Il est mort. Ouais. Et donc, un petit peu comme toutes les belles politiques de Lula de 2003-2011 sont mortes progressivement après. C'était une époque où on créait des centres d'études pour enfants défavorisés, pour les amener à la maîtrise en informatique avec des bourses. On avait des laboratoires qui s'emparaient du libre, l'État du Paraná avec une société à Curitiba qui équipait toute l'administration en Linux. C'était le pays le plus avancé au monde. Et ce qui s'est passé en 2011, c'est que pendant le Consegui, a commencé à se négocier en coulisses, en tout cas c'est ce qu'on m'avait rapporté quand j'y étais, l'arrivée des premiers data centers du cloud d'Amazon AWS, avec le premier point de présence qui est arrivé fin 2011. L'impression qu'on a eue, c'est que la politique pro-logiciel libre a également baissé à peu près au même moment. On a commencé à voir des affaires arriver dans la politique avec l'éviction de Dilma Rousseff, la présidente, remplacée par Michel Temer, lui-même ensuite englué dans des affaires de corruption. Puis, 2018, le portail était fermé, le Brésil a changé. C'est le Brésil du président actuel qui est très différent. Bon, et en France, quelle est la situation aujourd'hui ? On va dire que les mêmes histoires se répètent depuis 22 ans, des décrets, des circulaires, des rapports parlementaires, des propositions de loi qui ne sont pas votées, peut-être à l'exception de la loi Le Maire. En 80, il y a eu la création de l'ATICA, sous le gouvernement Jospin, qui, à travers un décret, définissait de façon très claire une préférence au logiciel libre. Et puis, dès qu'elle a été restructurée et transformée en ADAE, cette préférence a disparu. Ensuite, on a eu la circulaire Hérault, qui a créé le socle interministériel des logiciels libres, un annuaire, mais qui a oublié les éditeurs de logiciels libres. Plus récemment, nous avons l'annuaire Label, qui crée un catalogue qui n'oublie pas les éditeurs, mais qui a oublié les logiciels libres créés par l'État lui-même. Et enfin, maintenant, on a cette stratégie Cloud au centre du 17 mai 2021 qui définit un principe de cloud par défaut et qui en même temps détourne une norme de cybersécurité, le SecNum Cloud, pour en faire un outil d'exclusion de logiciels libres et d'autres logiciels, notamment des logiciels libres de cloud computing, des marchés publics. Un outil d'exclusion, vous dites ? Ah oui, absolument. Ce qu'il faut l'être et que c'est pratiquement impossible de l'être quand on est une petite structure comme un éditeur de logiciels libres avec peu de ressources. Donc c'est astucieux, c'est mécanique. Et donc en fait, toutes ces initiatives ont un point en commun. Elles ont oublié en fait le plus important qui est de garantir des financements pour les créateurs de logiciels libres. Ce que m'a dit Corinne Toméfait un jour, c'est que son principal regret, c'est d'avoir oublié dans son portail un petit budget pour financer chacun des créateurs qu'il avait référencés. Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour ces éclairages réguliers sur le monde du logiciel libre. À suivre, on parle d'une innovation dans la médecine en matière de compréhension et donc de prédiction des troubles de l'autisme.